Imaginez un instant, vous préparez une soupe bien chaude et sans y penser, vous utilisez cette louche en plastique pour la servir. Elle est légère, pratique et ne coûte presque rien. On possède tous ce genre d'objet dans nos cuisines, que ce soit sous forme de tasse, de bol, d'assiette ou de spatule en plastique. Mais avez-vous déjà entendu parler de la mélamine? Cette molécule qui se cache derrière leur fabrication. On décortique ça ensemble tout de suite, c'est parti. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il ne faut pas confondre la mélanine, qui est un pigment naturel responsable de la couleur de votre peau, de vos cheveux et aussi de vos yeux, avec la mélamine, qui est ce fameux composé chimique présent dans de nombreux ustensiles de cuisine qu'on va voir tout de suite. Donc, cette mélamine, prisée pour sa solidité, son prix attractif et sa capacité à supporter le fameux lave-vaisselle, a conquis les tiroirs des Français. Et pourtant, on a un paquet d'études qui montrent qu'elle peut, dans certaines conditions comme la chaleur ou le contact avec des aliments acides, se retrouver dans nos assiettes, et par conséquent dans notre organisme. Inoffensive ou potentiellement risquée, me direz-vous? Eh bien, il faut savoir que la mélamine est un composé chimique azoté utilisé pour fabriquer une résine plastique, appelée, je cite, mélamine formaldéhyde. Retenez bien le formaldéhyde, car vous risquerez malheureusement de le réentendre à l'avenir. Donc, une fois durcie, cette résine donne des objets qui sont légers, résistants et peu coûteux, ce qui est parfait pour la vaisselle ou les accessoires de cuisine, certes. Par contre, cette robustesse a ses limites, car quand ces objets sont exposés à des températures élevées, en moyenne 90 degrés, soit une bonne soupe bouillante ou un passage au micro-ondes, je déconseille. Ou même avec des aliments acides comme le citron, le vinaigre, ou même des aliments insoupçonnés comme des baies, etc. On a de petites quantités de mélamine qui peuvent migrer hors de la résine, selon des recherches menées dès 2011 par Sheehan et ses collègues. Maintenant, passons au scandale qui a marqué les esprits. En 2007, aux États-Unis et au Canada, on a un scandale qui éclate. De la mélamine est ajoutée volontairement dans des aliments pour chiens et chats pour faire croire à un taux de protéines plus élevé. Résultat, des milliers de produits rappelés et des animaux de compagnie souffrant de graves problèmes rénaux, parfois même mortels, comme l'ont révélé Brown et son équipe la même année. Passons à un autre scandale, désolé c'est pas tout rose. Un an plus tard, en Chine, on a une affaire encore plus choquante. Du lait en poudre pour nourrissons est enrichi en mélamine dans le même but, donc valoriser le produit soi-disant. Conséquence tragique, on a eu des bébés qui ont développé des calculs rénaux ou des insuffisances rénales. Les chercheurs ont découvert que, combiné à l'acide cyanurique, qui est synthétique, la mélamine forme des cristaux dans les reins. Un risque encore plus élevé à forte dose. Que dit la science sur notre vaisselle? Des études ont mesuré la migration de la mélamine dans les aliments. Pour un plat plutôt tiède servi rapidement, elle reste minime. Mais dès que la température dépasse les 90 degrés, donc une fameuse soupe fumante ou même un café brûlant avec une cuillère en plastique, cette migration augmente surtout en présence de liquides acides. Et là, le café brûlant, justement, ou le jus de certains agrumes sont bien parlants. Les travaux de Sheehan en 2011 et de Wu en 2019 confirment bien que ces conditions, donc chaleur plus acidité, je cite, réveillent la mélamine. Au niveau des reins, quel est le danger exactement? Eh bien, à faible dose, la toxicité semble assez limitée et les autorités sanitaires la jugent souvent sans risque en usage normal, pour le moment, comme dit la voix. Mais, à des niveaux élevés, comme dans les scandales évoqués juste avant, elle peut favoriser la formation des cristaux rénaux selon des recherches de Brown et Tsai. Pour nos assiettes quotidiennes, tout dépend donc de la manière dont on les utilise. Et qu'en est-il des ustensiles en polyamide, souvent abrégés PA? Eh bien ces ustensiles, notamment les spatules ou les louches, sont souvent choisis pour la cuisson car ils résistent mieux aux températures élevées que la mélamine. Mais des études, comme celle d'Abe en 2016, montrent qu'ils peuvent quand même, malgré ça, libérer des petits composés appelés oligomères, quand ils sont trop chauffés. Maintenant, évoquons un autre petit souci qui est le recyclage, parce que certains plastiques recyclés, issus par exemple d'appareils électroniques, finissent dans nos cuisines. Et oui, résultat, on y détecte parfois des substances indésirables comme
les fameux retardateurs de flamme bromés, qui n'ont rien à faire dans nos plats. Et le chercheur Kwang le souligne dans son étude de 2018. Mais comment limiter ces risques au quotidien? Eh bien, avec tout ce qui est vaisselle en mélamine, on peut déjà commencer à éviter de la passer au micro-ondes, sans parler des autres effets néfastes du micro-ondes, qui pourraient être une série d'épisodes à part entière, ou diverser des liquides bouillants, déjà. Ensuite, on pourrait remplacer les objets qui sont fissurés, décolorés, usés, où la migration en fait peut s'accélérer, et si possible, les utiliser uniquement pour servir à table, plutôt que cuire ou de réchauffer, afin de réduire le risque. Et en ce qui concerne les ustensiles en polyamide, PA, on peut déjà pareil réduire les contacts avec la température très haute et même les contacts prolongés, comme tout ce qui se fait mijoter ou les soupes, même tout ce qui contient de l'huile bouillante. Ensuite, comme alternative, on a le silicone, mais là, bof bof, il faudrait creuser le sujet aussi. Sinon, beaucoup plus fiable, on a l'inox, le bois et la céramique, qui sont vraiment très intéressants. À savoir, petite parenthèse, c'est les revêtements. Un revêtement, par exemple, même si c'est assez rare, en inox, en bois ou en céramique, peut déjà limiter drastiquement le risque de migration. Et bien sûr, comme pour la majorité des produits, se méfier de tout ce qui est bon marché, qui est parfois souvent moins contrôlé, voire frauduleux. Le bois et l'inox sont très bien. Donc pour conclure rapidement, est-ce que la mélamine est inoffensive ou plutôt potentiellement risquée? Eh bien ça dépend de son usage. Utilisé à bon escient, que ce soit la mélamine ou le polyamide, ça reste plutôt à risque faible, mais leurs limites sont assez claires. Pas de surchauffe pour la mélamine et pas d'abus de chaleur pour le polyamide. Et restez prudent avec les produits recyclés qui sont souvent douteux. Foncez sur les ustensiles en inox, en bois et en céramique. Et en verre aussi, j'avais complètement oublié, il y en a sûrement d'autres qui sont intéressants. Ça réduit notre exposition à ces substances toxiques, tout en prolongeant la vie de nos accessoires et même de la nôtre. Comme d'habitude, chaque étude citée ou épluchée pour faire cet épisode vous est partagée sur le site internet présent en description. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao!